Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre. Cela fait 29 ans que la tradition diplomatique chinoise veut que le premier déplacement de l'année à l'étranger du ministre des Affaires étrangères soit en Afrique. Quel est l'état de lieu de la relation sino-africaine à l'heure actuelle et comment va évoluer cette relation alors que les tensions géopolitiques mondiales ne cessent de s'intensifier? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui deux invités. Monsieur Xu Tieping, vous êtes politologue, professeur à l'Université de la communication de Chine. Et Madame Liu Tiannan, vous êtes chercheuse de l'Institut de recherche des études africaines de l'Université des relations internationales. Et vous êtes spécialisée en littérature francophone et en échange culturel sino-africain. Bienvenue sur notre plateau. Comme j'ai évoqué au début de l'émission, on voit que depuis 29 ans déjà, le premier déplacement du ministre des Affaires étrangères chinois de l'année à l'étranger est en Afrique. Donc pourquoi il y a cette tradition? Je pense par exemple qu'on le sait, c'est qu'après la fin de la guerre, l'Afrique devient le point fort pour la diplomatie de Chine. Donc c'est depuis près de 30 ans, c'est-à-dire juste devant la fin de la guerre. La Chine a en quelque sorte justifié sa politique étrangère, tout mettre par exemple l'Afrique dans le premier front, dans les champs diplomatiques. Et bien sûr, là, il y a derrière, il y a un sentiment de solidarité Sud-Sud, c'est-à-dire le développement du Sud. Pour moi, c'est parce que en fait, les relations avec les pays en développement constituent le fondement des relations extérieures de la Chine. En Afrique, il y a le plus nombreux de pays en développement, d'où l'importance de l'Afrique pour la Chine. Bien sûr, une sorte de tradition, des amitiés traditionnelles entre la Chine et l'Afrique. Aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques de la relation sino-africaine à l'heure actuelle? Pour moi, il y a deux plus grandes caractéristiques dans les relations sino-africaines, dont la première, c'est les principes des coopérations sino-africaines. Et c'est bien le principe de l'égalité et des avantages mutuels et aussi l'aide économique non conditionnelle. Ça, c'est le premier, c'est une grande différence par rapport aux pays occidentaux. Et la deuxième grande caractéristique, c'est qu'on voit bien les grands résultats dans le domaine des échanges commerciaux et économiques entre la Chine et l'Afrique. Depuis plus de 9 ans, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent africain. C'est-à-dire que la Chine et l'Afrique en bénéficient beaucoup. À l'heure actuelle, la Chine et l'Afrique se collaborent de plus en plus dans un esprit réaliste et pratique. Et par exemple, dans la collaboration de la formation des ressources humaines, cela montre un esprit pratique et réaliste. Quel est votre constat? Je pense que si on résumait en 3 points, première période, c'était plutôt le soutien politique. Solidarité, c'était surtout dans un contexte de décolonisation. Ça se fait surtout dans les années 60, 70, etc. Et dans la deuxième période, c'est-à-dire les décennies qui restent dans le XXe siècle, c'est plutôt assistance publique au développement. Dans l'esprit, par exemple, le développement, promouvoir le développement des pays dits sous-développés, etc. Et dans la troisième période, si on voit, c'est le contexte international a changé, comme a déjà invoqué la fin de la guerre froide, mais aussi il y a, je dirais, accélération de la mondialisation et celle de l'intégration du tout continent africain. Et enfin, les projets, les dossiers, disons, de la gouvernance mondiale, que l'Afrique constitue un terrain, je dirais, très très à chaud, surchauffé. Et dans ce cas-là, je pense que c'est lié aussi avec l'engagement de la Chine dans le processus de mondialisation. Il y a plus, si on voit par exemple les outils investissement, ce n'est plus par exemple l'aide publique au développement, mais investissement, le transfert de technologie, accélération de l'assistance dans l'industrialisation, informatisation du continent, et bien sûr la logique de gagnant-gagnant. Et tout cela, je dirais, s'inscrit désormais dans la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et n'oublions pas qu'enfin aussi, c'est le volet, disons, de la gouvernance mondiale.
par exemple, maîtrisation, voire la résolution de la crise, qui sont assez fréquents en Afrique, mais aussi, par exemple, je dirais, d'autres dossiers, comme le changement climatique, la réduction des émissions, la lutte contre la pauvreté absolue, etc. Pourquoi la Chine a mis cet accent sur l'industrialisation? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, et on sait que, par exemple, la Chine est le premier pays, quand la Chine était la présidente du G20, la Chine a fait l'initiative d'inclure l'industrialisation de l'Afrique et des pays sous-développés dans l'agenda du G20. Donc pourquoi un accent mis sur l'industrialisation, et où en est-on dans ce volet? C'est-à-dire que quand on dit industrialisation, c'est un sens général. En effet, l'Afrique, ce ne sont pas des pays, disons, je dirais, autarcie. C'est que ce sont les premiers pays qui sont imposés, forcés dans les processus de la mondialisation. Mais avec le temps, ce qu'on a vu, c'est que l'Afrique, avec l'Occident, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, constitue une relation dite centre-périphérique, c'est-à-dire toujours un statut dépendance. Donc l'industrialisation, c'est toujours lié avec les matières premières et la mine, les mines précieuses, etc. Et finalement, ce sont des pays, disons, mal développés dans ce sens-là. Ce que nous disons industrialisation, ça constitue l'éducation, formation, ressources, de la ressource humaine et, je dirais, que infrastructure. Et finalement, c'est que ce sont des branches, ce sont des secteurs d'industrialisation qui correspondent mieux aux intérêts locaux et du continent. Et disons finalement pour réactiver, pour corriger cette, je dirais, dérive de relations centre-périphérique de tout le continent. En fait, jusqu'ici, je voudrais savoir, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la relation entre l'Afrique et les anciens pays colonisateurs, et vous avez fait des recherches sur la relation entre la France et l'Afrique. Donc cette fois, on voit que dans les pays visités par le ministre des Affaires étrangères, il y a aussi le Sénégal. C'est un pays francophone et c'est aussi le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir signé l'initiative Ceinture et Route avec la Chine. Donc aujourd'hui, comment voyez-vous l'influence de la France sur les pays francophones d'Afrique et surtout sur la relation entre la Chine et ces pays-là? En fait, la présence française a été profondément ancrée dans les pays d'Afrique francophone. Et sachant que pendant plus de 100 ans, la plupart des pays francophones, des pays africains francophones ont été colonisés par la France, et ces influences restent encore et toujours très forte dans ces zones, par exemple au niveau de la culture, et on voit bien la langue dans l'Afrique. En Afrique, il y a 21 pays qui ont adopté la langue française comme la langue officielle. Et on voit aussi la plupart de ces pays ont adopté le système éducatif à la française, et sur le plan politique, et ils ont le même système judiciaire et aussi le même régime politique à la française. Et aussi dans d'autres domaines, surtout au niveau de l'économie. Et on voit bien avec l'usage du franc CFA, et la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique centrale ont été solidement, si on veut dire entre guillemets, manipulés par la France. Si on veut dire qu'aujourd'hui le terme France-Afrique n'est plus convenable pour désigner cette relation entre la France et les pays francophones de l'Afrique, et on peut dire que dans une certaine manière, la relation père et fils existe toujours. En ce qui concerne les relations entre le Sénégal et la France, et par rapport à celle de la Chine entre le Sénégal, si on veut dire que la France reste encore et toujours un partenaire majeur des pays francophones de l'Afrique, c'est surtout à cause de son histoire. Tandis que pour la Chine, c'est plutôt ou bien c'est plutôt dans un contexte de l'égalité des échanges sur des avantages mutuels.
Donc il y a une grande différence. C'est-à-dire le point de départ est différent. Tout à fait. Et quel est votre constat? Parce que vous avez souvent des contacts avec les officiels de haut niveau venant de ces pays francophones. Quel est votre constat? Je pense qu'il y a le précaré français ou la France-Afrique, c'est une réalité historique mais qui est en train de s'ébranler et évoluer en faveur des pays, disons, africains. C'est une réalité, mais c'est qui est en train d'évoluer, lié à quelques éléments fondamentaux qui puissent encore jouer un rôle important. D'une part, c'est un processus de relativisme de la puissance française classique, qui est en train de son poids, pourcentage, représentativité est en train de se baisser assez lentement. Et deuxième, bien sûr, c'est la montée et la transformation de la volonté d'édermisme des Africains de maîtriser, de se disposer de leur propre destin eux-mêmes. Et enfin, bien sûr, c'est lié avec l'émergence de nouvelles acteurs, premièrement, disons, extra-africains, mais aussi des acteurs locaux des pays africains. Tout cela, c'est une transformation de la configuration géopolitique, géoéconomique du continent. Et donc, finalement, c'est que la question se pose comment la France va s'adapter. Qu'on le voit, bien sûr, il y a certains gestes, il y a certains, je dirais, réajustements, mais au fond, je dirais, cet héritage du colonialisme n'était pas proprement, correctement réglé aujourd'hui. Donc, il y a une continuité de l'influence, de omniprésence, de maîtrisation, d'infiltration sur le continent. En même temps, on voit que ce n'est pas, disons, des acquis si solides, que sous les effets, disons, des facteurs endogènes externes, cette configuration historique est en train de changer. C'est-à-dire que de toute façon, quand la Chine développe, la Chine et l'Afrique développent leurs relations, le poids des pays occidentaux, les pays anciens colonisateurs, sont toujours un enjeu majeur dans cette relation qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire que pour nous, d'abord, il faut voir, c'est l'héritage qu'on est propre, qu'on n'a jamais eu même l'histoire similaire, comme dans la conquête et la mainmise des anciennes puissances européennes. Ça, c'est très différent. Et deuxième, c'est plutôt la logique du développement. Nous avons pensé, par exemple, le co-développement, gagnant-gagnant, le destin commun, etc. Donc, finalement, il y a un sentiment, je dirais, il y a une certaine logique de solidarité, de co-développement, de faire changer cette, je dirais, monde, finalement, je dirais, inégalité, en possession de ressources en valeur, mais aussi, je dirais, en fortune. Justement, on voit que cette fois, le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré lors de ses visites que l'Afrique doit être la bénéficiaire de la coopération internationale et ne doit pas être la victime des jeux géopolitiques entre les grandes puissances. Vous avez évoqué tout à l'heure une partie, je pense, une partie de ce que veut dire Wang Yi. Et cela m'évoque aussi la demande récemment par le président américain Donald Trump aux pays africains quand il a annoncé la nouvelle stratégie des États-Unis envers l'Afrique. Il a demandé aux pays africains de choisir leur camp en ciblant surtout la Chine et la Russie. Donc, comment voyez-vous l'influence de ces jeux géopolitiques aujourd'hui sur l'Afrique et quelle est la position de la Chine aujourd'hui envers cela? Pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire après la guerre froide, si on peut dire que les États-Unis ont un peu délaissé l'Afrique, ce n'est pas parce que l'Afrique n'est plus importante, c'est parce que l'URSS s'est défendue. L'URSS n'est plus considérée comme une menace, une grande puissance par les Américains. Et aujourd'hui, si Trump revient sur l'Afrique, ce n'est pas parce que l'Afrique est redevenue tout d'un coup importante pour les États-Unis, mais c'est parce que la présence chinoise
a bien suscité l'inquiétude et même le menace potentielle chez les Américains. Donc, c'est-à-dire que la raison pour laquelle que les États-Unis reviennent sur l'Afrique, c'est toujours en raison géopolitique. Bien sûr, c'est toujours en raison géopolitique, c'est toujours par la peur l'émergence d'une grande puissance. Et on voit bien que cette peur n'est pas seulement chez les Américains, on voit bien aussi en Europe. En ce moment, il y a toujours ces discours de menace dans les médias, dans des émissions à la télé. Donc, je pense que c'est normal, c'est même un phénomène commun. Et certainement, cette déclaration de Trump exacerbe la concurrence entre les grandes puissances, entre les pays émergents sur le continent africain. Et quant à la position qu'on doit prendre, je pense que la Chine ne cédera pas et la Chine ne changera pas ses principes de coopération avec les pays africains. C'est ce que j'ai bien évoqué tout à l'heure, c'est le principe de l'égalité, les avantages mutuels, aussi l'aide économique et non conditionnelle. Et aujourd'hui, on a aussi d'autres principes proposé par notre président Xi Jinping, c'est bien les principes de la sincérité, de l'honnêteté, de la cordialité et aussi de la bonne foi envers l'Afrique. Alors, on a vu que pendant le forum, le sommet du forum sur la coopération sino-africaine, il y avait beaucoup de résultats cette année. Alors, cette fois, il y a un des objectifs de la visite de Wang Yi, c'est de suivre l'exécution de ces résultats en prenant compte surtout de la spécificité de chaque pays d'Afrique. Donc, aujourd'hui, comment voyez-vous l'exécution des résultats de ce sommet et de la coopération sino-africaine en prenant compte de la spécificité de chaque pays? Est-ce que cela va devenir une des priorités pour le gouvernement chinois? Parce qu'avant, on parle souvent de la relation Chine-Afrique, mais l'Afrique, c'est quand même très diverse. Ça liait plusieurs tensions. Je vais d'abord ajouter quelques mots sur les propos de Mme Liu, en disant que nous pensons, par exemple, les Africains sont des pays, bien sûr, assez faibles aujourd'hui, mais finalement, ce sont des acteurs égaux. Alors, il y a une logique plutôt liée à l'histoire hégémonique de l'Occident, qui voit que des pays africains comme des proies à disputer, à dominer. Toute cette logique dit géopolitique, etc. Et nous le pensons à autre logique. Ça, c'est un point de départ totalement différent. Concernant votre question, je pense oui, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'une meilleure coordination, une nécessité de meilleure coordination de plusieurs côtés. De notre côté, par exemple, il y a une volonté politique bien affichée, mais il y a une autonomie des acteurs économiques. Le libre choix, son terrain, opportunités, disons, les chances de gagner, de créer des bénéfices, etc. Et bien sûr, entre les acteurs politiques, économiques, de notre côté, il faut faire plus de coordination sur le projet, sur le suivi, sur l'exécution, si vous voulez. De l'autre côté, vous avez tout à fait raison. L'Afrique, plus de 50 pays. Donc, le résultat est variable. Vous voyez d'un côté, par exemple, certains pays qui portent en bonne santé jusqu'à maintenant, avec l'infrastructure en progression, avec certains projets d'industrialisation. Et dans certains pays, je dirais, du point de vue du départ, d'une certaine position assez faible. Certains pays ont prévu, maintenant rencontrent de nouveau certaines difficultés. Et bien sûr, il faut que nous le discutons pour trouver de meilleures solutions. Je dirais, dans ce cas-là, peut-être c'est le cas par cas. En gros, par exemple, dans notre réunion, je dirais, annuelle de l'Association d'études chinoises sur l'Afrique, on juge grosso modo, je dirais, plus de 35-36, disons, 36% de projets dans l'état, disons, normal, avancement, disons, réalisation. Et je dirais, il y a une vingtaine qui sont vraiment dans une situation un peu difficile.
qui demandent plus de réajustement. Et le reste, c'est un peu entre les deux. Il faut trouver, disons, prendre des mesures d'amélioration, efficacité, etc. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure une meilleure coordination et comme vous avez fait des recherches surtout dans les aspects d'échange culturel. Donc, quelles sont les améliorations qu'on puisse faire dans ce cadre et quels sont les résultats déjà accomplis? Dans les échanges culturels, on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, on voit bien, chaque année, on a vraiment bien organisé des activités culturelles, par exemple de diverses démonstrations artistiques en Afrique, organisées par, que ce soit par le ministre de la Culture de Chine ou bien par le Centre culturel chinois sur les locaux ou bien par les instituts Confucius. Il y a des tas vraiment un grand nombre des activités de ce genre de démonstration. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non seulement le nombre, les statistiques, mais on voit bien, il manque jusqu'aujourd'hui, il manque une interprétation. À mon avis, avec ces démonstrations, il faut avoir plus d'interprétation, de lecture par des spécialistes. Par exemple, pour telle démonstration, est-ce que les Africains comprennent vraiment un tel geste dans une telle démonstration? Quelles sont les genèses de ces arts et quelle sont la place de ces arts dans notre culture? Donc, je vois bien que je pense que c'est très important. Sinon, on ne voit qu'un spectacle et puis une fois qu'on rentre à la maison, on oublie de suite. Voilà, c'est ça une remarque. Sinon, une deuxième remarque, c'est que entre le peuple chinois et le peuple américain, moi je pense toujours qu'on ne se connaît pas encore assez. Je vous raconte mon propre expérience de ma visite en Afrique. Et la première fois quand je suis arrivée en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. Ma collègue et moi sommes entrés dans une grande librairie d'Abidjan. Cette librairie est nommée la librairie de France. Donc tout à l'heure, j'évoque la forte présence française en Afrique. Et dans cette librairie, une fois qu'on est entré, on est tout de suite attiré par une trentaine de portraits accrochés dans les quatre murs. Et ce sont des portraits de grands écrivains ivoiriens. Et moi et ma collègue et moi, on a tout de suite compris qu'en fait, les Ivoiriens sont aussi un peuple qui admire la culture, qui respecte les écrivains. Et les écrivains et les intellectuels africains ont aussi un statut tout à fait estimable. Alors qu'aujourd'hui, chez nous, à cause des médias, une partie de nos compatriotes gardent toujours encore des préjugés de pauvreté, de guerre, même de sida de l'Afrique. Ce n'est pas juste pour les Africains. Et en fait, l'Afrique n'est pas un continent désertique sur le plan culturel. Ils ont leur culture. Il faut voir les bons côtés de l'Afrique. Ils ont de beaux paysages. Les peuples ne manquent jamais d'hospitalité, de chaleur, aussi de simplicité lorsqu'ils sympathisent avec nous. Comme vous avez évoqué le média, je voudrais savoir comment percevez-vous le rôle des médias, par exemple en Afrique. On dit qu'il y a des amis africains qui me disent qu'on entend rarement la voix de la Chine en Afrique et vice-versa, en Chine on entend rarement la voix de l'Afrique, mais on constate plutôt les informations sont venues plutôt des médias occidentaux. Donc quel est votre constat sur ce phénomène? Donc est-ce qu'éventuellement les médias chinois ou les médias africains ont leur rôle à jouer dans le futur? Je dirais que c'est un volet assez large. Si on résume, premièrement, c'est que côté avantage entre la Chine et l'Afrique dans son ensemble, il y a peu complexe.
qu'on sait par exemple ce sentiment de complexité devant, disons, la conquérant et devant le victimaire, etc. C'est très compliqué en Afrique. Et entre la Chine et l'Afrique, ça n'existait pas. Donc ça c'est bien. Une page blanche, si vous voulez, au sens positif. Et deuxièmement, c'est un certain obstacle du tiers. C'est-à-dire l'image mutuellement construite, souvent c'est lié, c'est fait par, je dirais, les tiers. Et finalement, ce qui circule en Chine sur l'Afrique de l'image et inversement, souvent ce sont des idées reçues, figées, un peu dépassées. Et on a, je dirais, que comme certaines informations, pour le moment, je dirais que certaines, je dirais, médias de machines, je dirais, deviennent obstacles incontournables, si vous voulez. Donc finalement, ce que vous pensez, c'est de surpasser, prendre le contact direct, que ce soit sur les critiques, l'observation et l'appréciation, les contacts directs. Et enfin, le troisième, c'est une conception, je dirais, considération qui doit évoluer. C'est-à-dire que de notre côté, on ne doit plus être satisfait uniquement, je dirais, à vendre, entre guillemets, les classicités. La Chine éternelle, millénaire, etc. Et côté l'Afrique, c'était toujours la grande nature, les animaux, je dirais par exemple une certaine autonicité, comme la danse, l'artisanat. Et ça ne suffit plus. Il faut voir plutôt la société en évolution. Donc, je dirais une base plutôt fraîche, assez propre, qui n'a pas beaucoup de cicatrices, c'est bien. Ça constitue un socle pour un bon échange. Et deuxième, c'est finalement surpasser, c'est-à-dire directivité, c'est-à-dire entre les deux parties. Pas trop besoin, je dirais d'intermédiaires, et dont il y a un certain produit si nombreux. Enfin, avec le contact, avec des relations, approfondissement, etc. Les deux côtés ont plus de l'intérêt de dialoguer, d'échanger, mais aussi faire des pas mutuels, en bon sens. Voilà, les trois. Il y a des professeurs africains qui me disent que dans beaucoup d'universités africaines, même si la relation entre la Chine et l'Afrique se développe rapidement, il n'y a pas un centre de recherche sur la Chine. Donc leurs informations sont venues des chercheurs occidentaux, par exemple. Et en Chine, je pense aussi que, est-ce que ces dernières années, on voit plus de chercheurs qui s'investissent dans la relation Chine-Afrique, mais est-ce que vous pensez que cela est suffisamment adapté à la situation actuelle? Bien sûr. Je dirais qu'à la fin des années 80, au début des années 80, en Chine, il y a uniquement seulement 4 universités, 4, qui possèdent le centre de recherche ou institut de recherche, proprement dit, sur l'Afrique. 4. Aujourd'hui, il y a plus de trentaine. De notre côté, du point de vue de quantité, cette multiplication, c'est la grande croissance. Et côté africain, on a aussi, il y a par exemple une dizaine, je dirais, de centres de poids qui sont dignes de nom, qui touchent la Chine. Et incontournablement, pour le moment, bien sûr, c'est encore l'anglais et les français qui constituent l'outil principal informationnel. Bon, proprement dit, il n'y a pas de critique, mais tout de même, il faut penser surtout les idées, les proportions, les conceptions et l'échange direct. Et là, sur ce point-là, ça reste faible, mais ça avance. Et de notre côté, par exemple, la Chine a sélectionné 10 grandes institutions comme think tank de coopération avec la Chine. Ça commence à être changé. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos analyses et vos expériences avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.